tous, bon retour sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le 14e et dernier besoin selon la classification de Virginia Anderson, donc dans la série, donc recueillir les données par besoin. Il s'agit du besoin d'apprendre. Que faut-il rechercher lors de l'entretien avec le patient ou son entourage et dans le dossier? Alors tout d'abord, petite chose à mettre au point, c'est qu'apprendre signifie pour nous le plus souvent acquérir des connaissances, étudier, prendre de nouvelles habitudes. C'est aussi informer quelqu'un d'un événement. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais c'est aussi surtout continuer à s'éduquer, c'est-à-dire changer, évoluer. Donc, comme pour tous les autres besoins, l'apprentissage peut être entravé par les manifestations de nombreuses pathologies. Les problèmes respiratoires, la faiblesse, la fatigue, la douleur, les atteintes sensorielles et bien sûr les déficits cognitifs qui peuvent perturber la perception, la compréhension et l'attention. Alors, en effet, les pathologies ayant un impact sur les fonctions intellectuelles entraînent des problèmes de compréhension, de mémoire, de concentration. Et pour apprendre, évidemment, ça ne facilite pas les choses. La douleur, également, qui est causée donc par un grand nombre de maladies aiguës chroniques, génère des problèmes de concentration et d'attention. Quand on a mal, on est focalisé sur la douleur. De même, les maladies mentales entraînent aussi des problèmes de concentration, mais aussi là, de motivation. Alors, bien entendu, on ne va pas oublier les médicaments, puisque la concentration, par exemple, est aussi affectée par certains médicaments. Il y a aussi, bien entendu, comme toujours, des facteurs psychologiques qui vont impacter notamment l'assimilation des connaissances, l'image de soi, l'anxiété, certains mécanismes de défense, les capacités d'adaptation de la personne à ses problèmes de santé, la motivation, les expériences de vie ayant généré des habitudes très ancrées ont un impact sur la capacité d'apprendre. Les facteurs sociologiques également, comme le niveau d'éducation, la présence d'une famille ou d'un réseau de soutien, influencent aussi le processus d'apprentissage. Quant aux facteurs culturels et ou spirituels, ils ont aussi leur influence. En effet, selon les cultures, la vision par exemple de la propreté, de l'alimentation, de la douleur, de la maladie ou de la mort varie. Et c'est important notamment dans l'éducation thérapeutique, dans certaines pathologies chroniques. Ces différences culturelles peuvent modifier la compréhension du patient et perturber la communication entre lui et les soignants. La barrière de langue, bien sûr, est un autre obstacle que nous avons vu avec le besoin de communiquer. Et l'apprentissage est indissociable de la communication, qu'elle soit orale ou écrite. Alors, les valeurs et les croyances sur le déclin intellectuel des personnes avec l'âge peuvent également nuire à l'apprentissage chez les personnes âgées qui pensent alors qu'elles n'ont plus les capacités nécessaires pour apprendre. Bien sûr, c'est complètement faux, à moins que ces personnes aient des troubles cognitifs importants. Une personne, même âgée, peut continuer à apprendre. Et même une personne qui a des troubles cognitifs peut encore apprendre. C'est beaucoup plus long, mais c'est encore possible. Évidemment, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Alors, que va-t-on observer chez le patient? Bien entendu, est-ce qu'il a des troubles de mémoire? Est-ce qu'il a un déficit cognitif? Est-ce qu'il est capable de raisonner, d'analyser? Est-ce qu'il s'intéresse ou est-ce qu'au contraire, il manque d'intérêt par rapport à ce qu'on lui propose? Par exemple, quelqu'un qui ne pose pas de questions, c'est un indice pour un manque d'intérêt. Mais ça peut être aussi lié à autre chose. Est-ce qu'il est capable d'adopter des stratégies pour appréhender la situation et les événements? Est-ce qu'il a confiance en lui, ce patient? Parce que la confiance en soi, c'est vraiment ce qui facilite l'apprentissage. Tous, nous avons parfois été confrontés avec un manque de confiance en soi qui nous paralyse dans l'apprentissage. C'est
particulièrement flagrant avec l'apprentissage des langues, par exemple. On n'a pas confiance en soi, on n'ose pas ouvrir la bouche alors qu'on sait très bien, mais non, on ne va pas parler parce qu'on a peur d'être ridicule. Ben voilà, ça c'est un problème de confiance en soi. Alors, qu'allons-nous retrouver dans la fiche de connaissances en lien avec ce besoin? Alors, déjà, en tant que soignant, on s'intéresse à ce besoin d'apprendre, notamment dans l'éducation pour la santé et dans l'éducation thérapeutique en particulier. Et donc, automatiquement, c'est en lien avec une pathologie. Donc, comment le patient vit-il cette pathologie? Ensuite, est-ce qu'il a des difficultés d'apprentissage? Est-ce que c'est lié à un déficit cognitif, des troubles mnésiques? Est-ce qu'il présente un handicap sensoriel, et en précisant lequel? Est-ce qu'il est douloureux? Est-ce qu'il a du mal à suivre les directives? Est-ce qu'il manque de motivation? Est-ce qu'il y a des problèmes de concentration, des problèmes d'attention? Est-ce qu'il y a une déficience intellectuelle? Est-ce qu'il a des difficultés de lecture? Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain pourcentage de la population qui est illettrée. Est-ce qu'il y a une barrière de langue? Est-ce qu'il y a un manque de soutien? Ensuite, on va s'intéresser bien sûr à la motivation. Est-ce qu'il demande des informations? Est-ce qu'il a une volonté d'autonomie, par exemple, à gérer sa pathologie lui-même, à gérer son traitement? Ou est-ce que dans sa motivation, c'est effectivement le risque d'apparition de complications ou parce qu'il y a déjà eu des complications et que ce patient veut en éviter de nouvelles? Ensuite, quels sont les besoins d'apprentissage? Ça veut dire qu'il faut faire un bilan en parlant. Donc, quelles sont déjà les connaissances sur la pathologie et ses complications? Quelles sont ses connaissances sur l'alimentation? Quelles sont ses compétences d'auto-observation, ce qui est important, par exemple, pour les personnes qui doivent surveiller leur glycémie, je pense aux diabétiques en particulier. Quelles sont ses compétences en termes de gestion du traitement? Compétences d'auto-soin. Là encore, je vais faire référence au diabète, mais c'est vrai que c'est la pathologie auquel on pense le plus facilement, notamment pour les injections d'insuline ou pour gérer sa pompe à insuline. Comment s'adapte-t-il dans la vie, quelle est l'adaptation du mode de vie et comment gère-t-il les émotions face à cette pathologie? Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le besoin d'apprendre. Donc j'espère que toute cette série sur la manière de recueillir les données par besoin sera utile. Bien entendu, vous avez pu remarquer que comme j'ai séparé les besoins, il y a des redondances, mais c'est justement pour vous montrer ce qu'on peut mettre dans chaque besoin. Et il y a des choses qu'on retrouve dans plusieurs besoins. Mais les besoins sont intriqués. Un besoin insatisfait, eh bien, ça a automatiquement un impact sur un autre besoin. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc voilà, j'espère que tout cela va vous aider dans vos recueils de données et que ça va vous donner envie d'en savoir plus. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres thématiques.